fin fond de l'espace, au centre d'un tourbillon cosmique recevant une chaleur extrême et des vitesses élevées. La larme d'Hadon et l'espace se plient littéralement. Les photons s'envolent à travers l'univers, énergisés jusqu'aux limites de la nature. Des milliards d'années plus tard, ils entrent dans les détecteurs des vaisseaux spatiaux stationnés au-dessus de notre atmosphère. Notre capacité à les enregistrer fait partie d'une nouvelle ère d'astronomie à haute énergie et d'une nouvelle ère de compréhension de la nature à son état le plus extrême. Que pouvons-nous apprendre en observant la naissance violente d'un trou noir? Il y a eu des moments où notre compréhension de l'univers a atteint une impasse, où notre compréhension du fonctionnement du temps et de l'espace, de la nature de la matière et de l'énergie, ne concorde pas pleinement avec ce que nous observons en ces temps-là. Des pointes de vue opposées ne peuvent pas être résolues. C'est ainsi que cela s'est passé au printemps de 1920, lorsque des astronomes ont débattu de l'échelle de l'univers. La scène se déroulait à la National Academy of Sciences à Washington, D.C. D'un côté se trouvait l'astronome Arlo Shapley, connu pour ses travaux novateurs sur la taille de notre galaxie et la position du Soleil à l'intérieur de celle-ci. Shapley a décrit la galaxie comme un univers insulaire, car ses mesures suggéraient que c'était le cas. Et c'est peut-être tout ce qu'il y a, y compris des formes floues, mystérieuses, connues sous le nom de nébuleuses spirales. Il a soutenu qu'elles étaient simplement des nuages de gaz. De l'autre côté, Hepler-Curtis a soutenu que certaines nébuleuses étaient également des univers insulaires. Cette idée n'était pas nouvelle. 165 ans plus tôt, le philosophe allemand Immanuel Kant avait décrit les nébuleuses comme des galaxies en elles-mêmes. Il a noté qu'elles ne se trouvent pas seulement dans la Voie lactée, mais que des nuages blanchâtres sont visibles, plusieurs taches d'aspect similaires, brillant de lumière faible, ici et là dans l'éther. Et si l'on tourne le télescope vers l'une d'elles, elle nous confronte à une masse serrée d'étoiles. Il a fallu une nouvelle génération de télescopes puissants pour que les astronomes puissent enfin mesurer la distance de ces objets mystérieux, quelques années seulement après le grand débat. Edwin Hubble a rapporté des données montrant que les nébuleuses spirales se trouvaient bien au-delà de la Voie lactée. Cela a conduit à notre compréhension actuelle d'un univers de plusieurs milliards d'années-lumière de diamètre, rempli de galaxies et en expansion rapide. Au fil des ans, des détails essentiels sur cet univers dynamique ont résisté à nos enquêtes. Plus nous avons exploré la nature de la matière et de l'énergie, plus elle semblait obscure. L'un des mystères les plus profonds est apparu dans les années 1960. À l'époque, les nations étaient en plein essor et testaient leurs arsenaux nucléaires. En 1963, les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni ont signé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, qui interdisait les essais nucléaires en surface. Pour vérifier le respect de cet accord, les États-Unis ont lancé 6 paires de satellites connus sous le nom de Vela, du verbe espagnol velar, pour surveiller ou veiller. Ils étaient conçus pour enregistrer un signal distinctif d'explosion nucléaire appelé rayon gamma. Les rayons gamma sont une forme ultra haute énergie de rayonnement électromagnétique, un terme utilisé pour décrire des particules appelées photons qui se déplacent à partir d'une source d'énergie, la forme d'énergie la plus faible, la radio.
à une longueur d'onde allant jusqu'à 300 mètres, bien que nous ne puissions pas les voir. Elles sont produites naturellement, par exemple, lors d'éclairs. Nos yeux ne peuvent détecter que des longueurs d'onde jusqu'à 400 nanomètres, qui transportent une quantité significative d'énergie. La lumière ultraviolette a des longueurs d'onde encore plus courtes, jusqu'à 10 nanomètres, tandis que les rayons X peuvent avoir des longueurs d'onde aussi courtes qu'un centième de nanomètre. Les rayons gamma transportent tellement d'énergie que leurs longueurs d'onde peuvent être inférieures à 10 picomètres, ce qui est plus petit que le diamètre d'un atome. Ces rayons sont appelés rayonnements ionisants, car ils peuvent arracher des électrons des atomes du corps, entraînant des dommages graves et même la mort en cas d'exposition élevée. Heureusement, les rayons gamma provenant de l'espace ne peuvent pas traverser l'atmosphère pour nous atteindre. Cependant, une théorie suggère qu'une éruption de rayons gamma proches aurait causé une extinction de masse il y a 440 millions d'années, en détruisant la couche d'ozone de la Terre et en laissant entrer un rayonnement ultraviolet mortel. Les rayons gamma, contrairement aux formes d'énergie électromagnétique de plus basse énergie, sont produits par la désintégration souvent violente des noyaux atomiques dans des réactions nucléaires. En 1967, à la recherche de tests nucléaires clandestins, les satellites Vela 3 et Avila 4 ont détecté un flash de rayonnement gamma qui différait de celui d'une arme nucléaire. À mesure que des satellites Vela supplémentaires étaient lancés, une équipe du laboratoire national de Los Alamos a continué de trouver ces éclats mystérieux dans leurs données. Ils ont pu réduire les positions dans le ciel de ces éclats et exclure une origine terrestre ou solaire. Il faudrait au moins 30 ans pour comprendre ce qu'ils étaient. Un an après le lancement du télescope spatial Hubble en 1990, l'observatoire Compton Gamma Ray de 17 tonnes a été mis en place en partie pour produire une carte complète des sursauts gamma. Plus de 1000 détections ont montré que les sursauts étaient répartis de manière aléatoire dans le ciel, ce qui a conduit à un autre grand débat en 1995 pour stimuler une réflexion nouvelle sur ce mystère de longue date. Donald Lamb de l'Université de Chicago a proposé que les éruptions provenaient d'un groupe de nouvelles étoiles à neutrons découvertes qui avaient échappé dans le halo de notre galaxie. Bogdan Paksinski de l'Université de Princeton a soutenu que leurs emplacements suivaient la disposition générale des galaxies et des quasars. Mais à ces distances, il a admis que les éruptions devraient être les objets les plus lumineux connus dans l'univers. Et pourtant, un tiers d'entre eux disparaissent en moins de 2 secondes et le reste s'éteint en quelques minutes. Était-il le résultat d'une étoile qui flamboie dans notre voisinage cosmique? Ou était-il quelque chose de beaucoup plus violent et fondamental pour le fonctionnement du temps et de l'espace? Au cours des années qui ont suivi, une révolution a balayé le domaine de l'astronomie des hautes énergies. L'observatoire de rayons X, Chandra, a été lancé en 1997, suivi des satellites gamma intégral en 2002 et Swift en 2004. Le chasseur ultime de rayons gamma, Swift, équipé de capteurs ultraviolets, de rayons X et de rayons gamma, a été lancé en orbite en 2004 avec pour objectif de détecter et de localiser jusqu'à 100 sursauts de rayons gamma par an et de transmettre leur position sur Terre en quelques secondes. Cela a permis aux astronomes au sol de diriger rapidement leurs télescopes vers la source
et de capturer l'après-glow, fournissant des informations précieuses pour déterminer la distance et la cause potentielle du sursaut. Au début de l'année 7, un satellite italien appelé Beppo-Sax a détecté une explosion et a relayé sa position vers la Terre. Le télescope spatial Hubble a capturé la lueur résiduelle en train de s'éteindre, suggérant qu'elle provenait d'une galaxie au-delà de la nôtre. Les astronomes ont analysé la lumière capturée par les télescopes terrestres et ont trouvé des indications qu'elle était associée à une supernova. Cette association avec les supernovae est devenue plus forte au fil du temps, avec une explosion en 1998 coïncidant avec une supernova, une autre en 2003 coïncidant avec une autre supernova, et une autre en 2006 coïncidant avec encore une autre supernova. Le texte décrit comment les scientifiques ont été stupéfaits par la quantité extraordinaire d'énergie et de luminosité des explosions observées dans les sursauts gamma. Le 19 mars 2008, les astronomes ont enregistré un sursaut qui a eu lieu à 5 milliards d'années-lumière de distance et dont la rémanence était visible à l'œil nu depuis la Terre. Cela a confirmé l'hypothèse selon laquelle les sursauts gamma étaient causés par un faisceau de lumière étroit et incroyablement puissant, chauffant des nuages de gaz à des milliards de degrés et générant des rayons gamma d'ultra haute énergie. De tels phénomènes sont courants dans l'univers, partout où la matière tombe rapidement dans des étoiles, des galaxies ou des trous noirs. Mais peu d'entre eux génèrent autant de puissance que les sursauts gamma. Le 13 septembre 2008, le satellite Swift a enregistré un sursaut qui avait la puissance de 9000 supernovae et un jet qui voyageait à 99% de la vitesse de la lumière. Le 29 avril 2009 a vu l'apparition du deuxième objet, le plus éloigné jamais enregistré. Le voyage de cette explosion de rayons gamma a commencé il y a 13,1 milliards d'années. Les astronomes ont commencé à considérer ces phénomènes comme des sondes pour comprendre l'évolution chimique de l'univers, depuis les débuts de la formation des étoiles et des galaxies. Mais comment la nature produit-elle un phare de lumière qui peut atteindre toute l'étendue de l'univers visible? Une équipe de scientifiques a cherché des réponses près de chez nous, dans une gigantesque galaxie située à environ 50 millions d'années-lumière, connue sous le nom de M87. Le télescope de l'horizon des événements relie des télescopes distants de milliers de kilomètres en un seul instrument géant. Les astronomes ciblent les ondes radio submillimétriques car elles ont une fréquence qui permet de traverser la poussière et le gaz au cœur de M87. Cette galaxie abrite l'un des plus grands trous noirs connus, d'une masse équivalente à 6 milliards de masses solaires. La résolution du système était suffisante pour recueillir des données sur une zone juste à l'extérieur de l'horizon des événements du trou noir, le point au-delà duquel rien ne peut échapper de son attraction gravitationnelle. Les scientifiques ont été en mesure d'observer la base d'un jet remarquable qui sort continuellement de M87. Cette région est soumise à une gravité extrême et à ce qu'Albert Einstein a appelé le traînage de cadre, où l'espace et le temps sont entraînés le long d'un chemin menant au trou noir, lorsque du gaz, de la poussière, des étoiles ou des planètes tombent dans le trou. Ils forment un disque qui tourbillonne vers l'intérieur avec l'écoulement de l'espace-temps. Le mouvement de rotation de ce disque d'accrétion
peut diriger une partie de la matière entrante dans une paire de faisceaux ou de jets à haute énergie. La configuration de notre jet a été démontrée dans une simulation sur superordinateur d'une brève explosion de rayons gamma, basée sur une explosion de 40 millisecondes détectée par Swift le 8 mai 2005. La source du signal était une galaxie géante située à 6 milliards d'années-lumière, remplie d'étoiles anciennes. Les scientifiques ont soupçonné que c'était le résultat de 2 étoiles mortes orbitant l'une autour de l'autre et tombant voie près l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles fusionnent dans une étreinte catastrophique. Se déchirant l'un-nao, les scientifiques de la NASA ont simulé les 35 millièmes de seconde finaux de ce processus, au cours desquels un trou noir s'est formé. Au fur et à mesure que les 2 objets se rapprochaient, leur masse a été mélangée dans un nuage thick et chaud de débris tourbillonnants. Entouré d'un nuage de plasma, des champs magnétiques se sont détachés de ce nuage, avec le bleu représentant une force magnétique 1 milliard de fois supérieure à celle du Soleil. Ces champs on start à canaliser le plasma dans un jet. Et moins d'1 seconde après l'amassion du trou noir, il a lancé un jet de particules à une vitesse approchant celle de la lumière. Une séquence similaire d'événements était responsable des sursauts gamma plus longs lors de la mort d'une grande étoile. Les étoiles résistent à la gravité en générant des photons qui poussent vers l'extérieur sur leur énorme masse, mais le poids du cœur d'une grande étoile augmente en raison de l'accumulation d'éléments lourds produits lors de la fusion nucléaire. Au fil du temps, les couches externes de l'étoile ne peuvent pas résister à la force vers l'intérieur et l'étoile s'effondre. Le choc qui en résulte produit une onde de choc qui se propage à travers l'étoile et la détruit dans les plus grandes de ces étoiles mourantes, appelées collapsars ou hypernovales. Un trou noir se forme dans l'effondrement. La matière qui y coule forme un disque, et les particules chargées créent des champs magnétiques qui en tordent une partie, l'envoyant dans des jets à grande vitesse. Les simulations montrent que le jet est assez puissant pour ouvrir son chemin à travers l'étoile, aidant ainsi à déclencher l'explosion. La naissance d'un trou noir n'est pas simplement un événement qui illumine l'univers, c'est également un événement crucial pour la propagation d'éléments lourds qui servent de briques de construction pour de nouveaux systèmes solaires et des planètes. La naissance d'un trou noir est une réponse au pouvoir convulsif de la gravité que nous pouvons maintenant observer à l'aide de télescopes à haute énergie. Un exemple, c'est le sursaut gamma détecté par le satellite Swift fin mars 2011. Ce sursaut provenait d'une galaxie normalement calme située à 3 milliards d'années-lumière dans la constellation du Dragon. La plupart des sursauts gamma disparaissent en quelques secondes ou minutes, mais celui-ci a duré 4 heures et demie. Les scientifiques ont conclu qu'il ne pouvait pas provenir d'une supernova et ont plutôt proposé qu'une grande étoile ait été déviée de sa trajectoire lors d'une rencontre avec une autre étoile, la faisant se rapprocher trop près d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie. Cette animation illustre ce qui s'est passé. Le trou noir a déchiré l'étoile et a lancé un jet de matière qui se trouvait être dirigé directement vers Ruth. Nous pouvons être reconnaissants que cette explosion se soit produite si loin de nous et que nous ne soyons pas sur la trajectoire d'un trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre propre galaxie. Les astronomes ont observé des étoiles géantes propulsées à grande vitesse par ce monstre.
si l'une de ces étoiles est déviée de sa trajectoire. Elle pourrait devenir une proie. Le monstre fera sûrement savoir aux observateurs lointains de sa conquête, avec un éclair aveuglant visible dans tout l'univers.